Voilà, première table ronde de cet après-midi, accès au droit, faut-il changer le modèle français? On va vous laisser vous installer en essayant de rappeler aussi la façon dont va se dérouler cette table ronde. On a certes des intervenants de ce côté de la salle, mais il y aura des micro-baladeurs bien évidemment, vous aurez la parole. C'est votre congrès et il est important que chacun puisse s'exprimer, témoigner des difficultés que vous rencontrez, témoigner aussi de vos réussites et tout simplement également faire des propositions à vos collègues élus et responsables de CCAS. Je vous laisse vous installer. Voilà, prenez place. Et puis je vais appeler nos intervenantes et intervenants. Et j'en profiterai pour vous les présenter, en commençant par Martial Bourquin. Martial Bourquin qui est vice-président de l'UNCAS, maire d'Audincourt dans le Doubs. On a parlé ce matin de l'agglomération du pays de Montbéliard et vous en êtes vice-président. Audincourt, c'est 14 000 habitants et l'agglomération du pays de Montbéliard, 140 000 habitants. À côté de vous, votre collègue Elisabeth Blanchet, maire de Chappes. Alors, Chappes, c'est une petite commune de l'Allier. Et vous êtes vice-présidente de la communauté de communes Commentry-Montmarault et membre de la commission des affaires sociales de l'AMF, l'Association des maires de France. On a la joie aussi d'avoir avec nous cet après-midi Claire Hédon, la défenseure des droits. Voilà, vous nous rejoignez, Claire Hédon, l'héritière du médiateur de la République, mais bien au-delà, aujourd'hui la défenseure des droits. Installez-vous. Et puis Cécile Tagliana, qui est déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. On a entendu ce matin votre ministre évoquer des expérimentations, le territoire zéro non-recours. On y reviendra et on développera cela avec vous. Et nous aurons avec nous en visio, à distance, Thomas Fatome, le directeur général de la CNAM. Voilà, les présentations sont faites. On vous laisse vous installer. Et nous allons commencer dans un instant cette table ronde avec bien évidemment les interventions de ce côté de la salle, sur scène, mais le dialogue avec vous, et je le répète, des micro-baladeurs vous proposeront donc de prendre la parole pour témoigner de ce que vous vivez dans vos CCAS, de vos difficultés, mais aussi de vos réussites, et puis de vos propositions. Bien évidemment, c'est le principe d'un congrès, hein, Monsieur le Vice-président. Et l'important aussi, c'est d'avoir ce dialogue et de progresser ensemble. Je crois que Monsieur Fatome nous a rejoint. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous et désolé de le faire à distance. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien et donc vous avez toute votre place avec nous, même si c'est à distance. Martial Bourquin, pour commencer, quand on parle de l'accès au droit, avec le modèle à faire évoluer, bien évidemment, on pense au non-recours et la façon dont cette lutte contre le non-recours doit évoluer, comment prendre les moyens de cette évolution, de ce changement, mais peut-être d'abord un état des lieux général sur cette problématique. Le rapporteur de l'ONU sur les droits humains, M. de Schutter, estime le non-recours au RSA à 40% des bénéficiaires, potentiellement. 30% pour les allocations familiales. Le non-recours à la complémentaire santé, on est environ à 30%. Quand j'entends parfois les discours sur les abus des aides sociales, on ferait bien souvent de prendre en compte ces chiffres qui nous interrogent. Parce que ça peut paraître un paradoxe apparent d'avoir autant de pauvreté, de précarité, et en même temps un non-accès pour beaucoup de personnes à des droits élémentaires. Alors les causes de ce non-recours, frein psychologique certainement, frein logistique, des problèmes de langage, administratifs,
un accès difficile à la lecture, à l'écriture, des horaires d'ouverture de structure et bien d'autres choses. Mais je voudrais quand même m'appesantir sur un sujet. C'est la nécessité d'avoir un autre regard sur l'exclusion. C'est même quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, la situation des exclus, ce n'est pas comptable seulement. C'est des causes multiples qui les amènent à ne pas faire appel à ces droits. Monsieur Bourdieu, Pierre Bourdieu parlait de déclassement, Serge Pogam de disqualification sociale, Robert Castel de désaffiliation. La grande vulnérabilité sociale de certaines personnes aboutissent à un déclassement de fait. Les personnes disqualifiées n'acceptent même plus leur propre image parfois. Et l'exclusion sociale blesse, il faut se le dire une fois pour toutes, elle blesse, elle entraîne une vulnérabilité sociale et un isolement. Et donc, quand on aborde ces questions, il faut les aborder avec les avancées des sciences humaines dans ce domaine. Si on les aborde uniquement en termes comptables, en termes logistiques, on aura un aspect des choses, mais pas l'essentiel. Alors, c'est un phénomène d'ampleur, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas simplement la France. Tous les pays européens sont touchés à peu près à la même hauteur. Il y a des déploiements de mesures, mais tout à l'heure mes collègues vont en parler, contre le non-recours, des expérimentations sur les territoires zéro recours, tout à l'heure le ministre l'a abordé dans son intervention, ou la solidarité à la source, des projets pour combattre et limiter le non-recours. Alors pourquoi ce non-recours? Il y a certainement une méconnaissance des dispositifs, certainement. Crainte d'apparaître comme assisté. Les sociologues parlent d'un déficit de socialisation juridique. C'est vraiment le cas pour beaucoup de personnes. Comment faire face à une méconnaissance du droit et des potentialités que ça peut apporter pour ces personnes, mais aussi pour ces familles. Certaines nous disent que, tout d'abord, mettons les pieds dans le plat, 13 millions en France de Français déclarent avoir des difficultés avec le numérique. 13 millions. Le numérique a été pensé comme un vaste progrès. Maintenant, avec une analyse et un recul plus critique, on s'aperçoit qu'il est chronophage pour les travailleurs sociaux. Ils nous le disent. Deuxième chose, il complique pour les personnes qui ne maîtrisent pas l'outil numérique et a fortiori l'accès à certaines plateformes qui sont extrêmement compliquées, il ne facilite pas la tâche. Alors, avec l'augmentation de la précarité et de la pauvreté, on a raison de se donner comme objectif la volonté de faire reculer ce non-accès au droit. Une priorité demande des moyens. On ne peut pas faire de grandes politiques si on n'a pas de moyens. Ça demande des budgets pour agir avec des résultats contre le non-recours aux droits sociaux. Les projets de solidarité à la source et de territoire zéro recours demandent des personnes. La deuxième chose, non seulement il faut des moyens, mais là aussi il ne faut pas voir simplement en termes comptables, on a besoin d'avoir des moyens et des personnels formés. Formés, je parlais tout à l'heure des avancées des sciences sociales, pour mieux comprendre ces phénomènes d'exclusion. Et si on veut faire de l'aller vers, il ne faut pas y aller avec un langage stigmatisant, avec une vue condescendante de ces publics, mais il faut au contraire les rassurer, donner à tous les travailleurs sociaux qui le demandent et qui veulent aller dans ces nouvelles initiatives, il faut trouver les mots. Il faut aller ces bénéficiaires potentiels et surtout aller les chercher au bon endroit. Il ne faut pas les attendre. Ils ne viendront pas souvent. Si au contraire, on va au-devant d'eux, on risque d'avoir de bonnes surprises. Mais le regard qu'on porte sur eux, la façon, la main tendue qu'on aura, la qualité du dialogue qu'on aura avec eux, permettra à des personnes
de sortir de ce non-accès. Alors, il faut des professionnels connus. Le gros problème pour les structures, parfois sociales, c'est de faire tourner trop vite les professionnels. Il faut que nous ayons, vis-à-vis de ces professionnels, une stabilité. Il faut qu'ils soient facilement repérables. Et pour remplir leur mission, il faut qu'ils aillent auprès des publics ciblés. Alors, je pense à quoi en public ciblé? Mais vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes tous dans des CCAS, dans les résidences sociales, évidemment. Il faut aller dans les centres sociaux, il faut aller dans les foyers de personnes âgées, il faut aller dans les pharmacies, il faut aller partout. Partout où ils sont, on doit être. La mission est de rassurer, la mission est d'expliquer sur le rôle des assistants sociaux afin de les accompagner. Franchement, je pense qu'au moment où il y a autant de pauvreté, nous devons avoir une volonté de d'étendre les services publics. Qu'est-ce que nous disent ces personnes lorsqu'on a contact avec eux? Quand on n'a plus rien, il reste vous. Et les services publics sont le dernier rempart pour ces publics. Et c'est pour cela que n'importe quel projet informatique, n'importe quelle plateforme la plus perfectionnée soit-elle, ne remplacera jamais un humain, un professionnel, une écoute, une main tendue. C'est cela, pour ces publics, qu'il faudra pour simplement rétablir la confiance. Alors voilà, la proximité est quelque chose d'essentiel, mais profondément essentiel. Et donc, c'est important que les CCAS, dans ce dispositif, jouent un rôle tout aussi essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le département, on entendait tout à l'heure, on parlait de chef de fila et tout cela. Il faut bien savoir que dans une ville, dans un village, dans un quartier, le CCAS est présent tout le temps. Il est là par tous les temps. Il y a un incendie, il faut reloger des personnes, c'est le CCAS. Son président, son vice-président, c'est ces personnels qui seront là pour faire le travail. Il y a des problèmes plus graves dans un endroit, c'est nous qui allons et qui sommes présents. Et j'ai envie de dire à Monsieur le ministre et à sa représentante ici, vous avez un joyau. Ce joyau, c'est excusez-moi, je perds, mais je vais m'en sortir comme ça. C'est un réseau unique que sont les CCAS. Ce réseau unique, s'il a plus de moyens, ce réseau unique, s'il a des personnels formés, plus formés, et surtout si les communes ne perdent pas des moyens financiers, on peut engager ce défi et se dire qu'on peut faire reculer sensiblement le non-recours au droit. Il faut le vouloir, ça c'est l'essentiel. Vous savez, quand on ne le veut pas, ou quand on le veut du bout des doigts ou du bout des lèvres, ça ne marche pas. Si on le veut, on y arrivera. Ça c'est important. Et j'ai envie de dire, il faut qu'on relève ce défi. Il est insupportable en France qu'il y ait autant d'exclus, autant de précaires qui ne bénéficient pas d'aide sociale. C'est impensable, c'est un impensable presque. Et donc, nous pouvons relever ce défi à condition que nous engagions de vraies campagnes et surtout avoir la volonté de le faire et de se donner les moyens de le faire. Et les CCAS sont, les CCAS sont un lieu indispensable et c'est avec ce réseau-là qu'on y arrivera. Merci Martial Bourquin, merci d'avoir d'abord fait cet état des lieux. Et puis déjà de nous avoir donné des pistes d'action. Gardez le micro un instant parce que là vous avez parlé du problème que rencontrent tous les CCAS, le problème de notre société aujourd'hui, des dispositifs, mais des dispositifs dont nos concitoyens ne s'emparent pas. Maintenant, je me tourne vers le maire d'Audincourt. Tout à l'heure, j'évoquais votre territoire, 14 000 habitants dans votre commune, une grande agglomération. Comment, très concrètement, se pose le problème dans un territoire industriel comme le vôtre? Alors, il faut savoir qu'un territoire industriel comme le nôtre,
l'entreprise de Sochaux faisait environ 40 000 salariés il y a 20 ans, 30 ans. Il y a encore 4 ans, il y avait encore 11 000 salariés. Il n'y en a plus que 5 000 aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas eu de grands licenciements avec des plans sociaux. Et ça, c'est la patrie de Peugeot, hein, il faut le rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, de Peugeot et de PSA. Comment ça se passe? On propose des ruptures conventionnelles. Des personnes ont une prime assez intéressante au début pour partir, puis ils s'aperçoivent qu'au bout de 2-3 ans, elle a fondu comme neige au soleil parce qu'il n'a pas pu retrouver de travail. Et souvent, il toque à la porte des CCAS. Ce qui est important, c'est que dans ces publics exclus, on a aussi maintenant des personnes qui étaient totalement intégrées il y a encore quelques années et qui ont mis un pas dans la précarité. Et parfois, ils ont peur d'y mettre le deuxième. Et donc, ces restructurations industrielles. Et puis surtout, lorsqu'ils retrouvent du travail, ils retrouvent un travail qui est à temps incomplet, sous-payé, avec souvent une grande précarité, et donc, des fois, d'arriver au travail, ils se mettent à perdre de l'argent, quand ils en retrouvent un peu. Et bien sûr, ils ont l'horizon qu'ils avaient auparavant, leur semblait beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir un CDI, et puis d'avoir un vrai salaire. Donc des grandes fragilités, des vulnérabilités, et puis derrière, toutes les questions qui vont se poser sur, au-delà de l'alimentation, de l'éducation des enfants, du logement, bien sûr. Et il faut bien vous dire qu'il y a aussi une montée impressionnante des familles monoparentales. Et que, mais vous le savez, on le sait tous, mais que ces fragilités, quand à la fois il y a une perte d'emploi, mais quand il n'y a pas une famille au complet, pour justement faire face à cette nouvelle situation, ces fragilités sont plus criantes que jamais. Maintenant, c'est l'alimentation avec les problèmes de l'inflation. Il ne faut pas se raconter d'histoire, l'inflation. On dit que c'est 14-15%, c'est pas vrai. Dans les hypermarchés, souvent, on est à 20-25%. C'est impressionnant même. Vous voyez des produits qui ont doublé, des fois plus de doublé. Et donc, devant ces fragilités-là, le CCAS s'ouvre à des personnes qui n'avaient jamais ouvert une porte d'un CCAS. On voit des retraités au Resto du Cœur qui n'avaient jamais ouvert une porte d'un restaurant du Cœur et qui ne pensaient pas un jour ouvrir cette porte. Et maintenant, c'est le cas. Donc, prenons conscience de tout cela. Prenons conscience de ces évolutions, de ces nouveaux publics vers lesquels il faut aller. Passez le micro à votre voisine, Elisabeth Blanchet, est maire de Chappes. Alors vous, c'est une petite commune de l'Allier, 240 habitants, mais vous êtes aussi vice-présidente d'une interco, Commentry Montmarault-Néry, c'est 33 communes et là 26 000 habitants. Vous y êtes chargée de l'action en faveur de la santé, des solidarités et de l'emploi, et vous représentez ici la commission des affaires sociales de l'Association des maires de France, l'AMF. Alors, on entendait le témoignage d'un élu d'un territoire industriel dans un territoire rural comme le vôtre. Là aussi, les gens ont du mal à pousser la porte, à faire connaître leur détresse, leur vulnérabilité. Alors, il est vrai qu'en étant maire d'une commune rurale, si vous voulez, moins de 300 habitants, j'en ai 2 de plus depuis que nous nous sommes parlé, c'est miraculeux. Il est vrai, si vous voulez, que les problématiques restent similaires avec un point d'ancrage quand même, c'est que la commune, le maire et la mairie restent le premier interlocuteur que l'on va voir. C'est-à-dire qu'on connaît le maire, la mairie est ouverte régulièrement et quand on voit le maire, on lui parle de ses problèmes, de ses difficultés et autres. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'il faut être dans ces cas-là un relais extrêmement percutant et extrêmement efficace. La confiance qui est mise en nous oblige et il faut trouver absolument tous les relais. Donc ça, sur une commune rurale, je veux dire, la commune rurale, elle n'est pas uniquement peuplée d'agriculteurs et de retraités, elle est peuplée également de salariés, de gens qui travaillent et qui sont issus, là aussi, d'un ancien bassin industriel. Commentry, oui. Commentry et Montluçon, le pays de Dunlop et d'Adicéo.
Eh bien, c'est vrai que ce bassin industriel a connu là aussi la déshérence avec la désindustrialisation. Donc avec des savoir-faire qui ont disparu, avec des populations qui sont restées sur place, avec, comme l'a dit le président, effectivement, perte d'emploi, la recherche d'un nouvel emploi, un emploi de production qui doit être, qui ne trouve plus son échéance, mais qui va devoir se remplacer par un emploi de service sur lequel on est formé plus ou moins bien d'ailleurs, avec des salaires qui sont nettement moins intéressants. Et puis également, si vous voulez, avec, lorsqu'on est dans un bassin industriel, sans parler si vous voulez, d'une bienveillance patronale, mais il y avait des acquis qui étaient là, avec des activités qui étaient les activités de sport pour les enfants, d'intégration pour autre chose, qui disparaissent petit à petit. Ça veut dire que le cadre de vie change et la mentalité également change. Des intégrations sociales Des intégrations sociales, perte de repères, et puis bien entendu qui va avec le fait que les ressources s'amenuisent et qu'il est extrêmement compliqué d'aller ouvrir la porte d'un CCAS où on se dit c'est toujours pour plus faible que soi. Je suis en difficulté mais je ne le suis pas au point de... Donc, alors, voilà. quand on évoquait avec Martial Bourquin le aller vers, vous disiez tout le monde connaît le maire, mais vous connaissez aussi tous les habitants. Oui. Alors, dans ma commune, oui. En tant que vice-présidente d'une intercommunalité de 26 500 habitants, je ne les connais pas tous par leur prénom. Mais dans ma commune, peut-être oui. justement, parlons d'intercommunalité, puisque ce matin, avec Pierre Moscovici, on a évoqué cette dimension. En l'occurrence, vous avez fait le choix de garder des CCAS au sein de cette interco, mais il y a l'amorce d'une politique de solidarité intercommunale, une mutuelle en particulier. Oui, alors en fait, si vous voulez, les CCAS dans les communes, que ce soit les communes avec des contraintes de centralité et autres, mais qui ont déjà acquis une très grande expérience, et on ne remplacera jamais l'expérience d'un CCAS, on ne remplacera jamais son vécu et ce qu'il est capable de faire. Donc il ne s'agit pas de se substituer à un CCAS qui fonctionne pour rajouter une couche pour le simple prétexte de dire on a fait un CIAS. Il faut qu'il y ait une efficience. Or l'efficience, elle ne peut être qu'en participant à un réseau, en facilitant, mais en ne remplaçant pas ceux qui savent faire. Ça ne sert strictement à rien et ça déprogramme l'ensemble. Donc ce que nous avons souhaité, c'est effectivement, et d'ailleurs en travaillant avec un CCAS, qui nous disait il serait peut-être intéressant de mettre en place une mutuelle intercommunale. Qu'à cela ne tienne, nous nous réunissons, nous en parlons, et puis nous travaillons le sujet. Et travailler le sujet, ça veut dire aller vers l'ensemble des habitants en leur proposant et en leur disant « Est-ce que cela vous intéresse ? Est-ce que, voyez nos objectifs, il n'y a pas pour nous de facturation, de quoi que ce soit, nous sommes simplement dans un rôle de facilitateur. Si cela vous intéresse, vous nous le dites. » On explique en même temps tout ce qui était autour de la santé et de la protection de la santé pour les familles, pour les enfants, pour les jeunes adultes, pour les étudiants. Ça donnait déjà une complète information parce que certains pouvaient avoir accès à l'aide complémentaire santé qu'ils ne demandaient pas. Enfin, il y avait tout un travail qui a pu se faire à l'issue, mais effectivement l'intercommunalité a proposé, a établi un cahier des charges, on va dire, suivant les demandes de nos habitants qui avaient répondu. Et nous avons donc mis en place effectivement une mutuelle intercommunale qui monte en puissance petit à petit. Alors l'objectif, c'était pas non plus de faire du chiffre. Ce n'était pas de dire il faut qu'on ait 500 adhérents sur cette mutuelle intercommunale. L'objectif, c'était premièrement d'aller vers, ensuite de faire comprendre qu'il y avait peut-être un intérêt pour les uns et pour les autres à cette mutuelle intercommunale. Et s'il n'y avait pas un intérêt à adhérer, il pouvait y avoir un intérêt à faire bouger les lignes avec sa propre mutuelle, c'est-à-dire à entamer une négociation, puisqu'on sait tous très bien qu'au niveau des mutuelles, les prix... et les tarifs augmentent. Là encore, faire valoir ses droits. Voilà. Engager de la prévention aussi, travailler sur la prévention de la santé. C'est-à-dire qu'à partir d'une mutuelle intercommunale, on travaille certes sur la mutuelle, on travaille sur la prévention, on travaille sur l'aspect physique du sport ou de l'activité physique, on travaille sur la nutrition, on travaille sur l'ensemble des apports. Et donc c'est une petite maille qui est tissée, mais qui va permettre effectivement, là aussi, de dérouler et d'avoir un véritable faisceau d'intervention. Alors là, le faire à l'échelle intercommunale, comme vous le disiez, mais des CCAS et un CCAS en milieu rural, dans une petite commune comme la vôtre, vous connaissez vos habitants, vous connaissez aussi parfois leurs difficultés et bien souvent...
Le aller vers, il se fait naturellement? Le aller vers, il se fait naturellement parce qu'on connaît, alors on parlait effectivement de la période Covid et du confinement, où, enfin on peut le dire tous, s'il n'y avait pas eu les maires de droite, de gauche et du milieu, hein, soyons clairs, s'il n'y avait pas eu les communes, les maires, les CCAS, je pense que le pays se serait effondré. Parce qu'il a fallu être réactif. Au quart de tour, je vous rappelle que c'est intervenu le lendemain du premier tour des élections municipales. Les équipes, pour certaines, n'étaient pas installées. C'est le maire qui était là, qui a dû tout organiser, avec les équipes, des agents qui étaient là, qui ont bien voulu se mettre en route, se mettre en marche et pouvoir avancer. On n'en savait pas plus les uns que les autres. On ne voyait pas plus loin que le bout de leur nez, c'est le cas de le dire. Et ce qu'il fallait absolument, c'était apporter une réponse, premièrement, à l'angoisse des gens, et savoir que ceux qui étaient dans la difficulté, soit pour se déplacer, soit pour aller chercher des médicaments, soit pour aller chez le médecin, soit pour aller chercher des courses ou faire des courses, etc. Il fallait être hyper réactif tout de suite. Nous l'avons été. Je crois qu'à une époque, c'était en 2015, c'est un souvenir tragique. En 2015, le président Hollande, qui nous a tous retrouvés, les maires autour de lui, nous a appelés les fantassins de la République. Un fantassin, ça marche à pied, mais ça marche, ça avance. Et avec nos CCAS, avec nos agents, eh bien, on a tenu le choc, on a permis aux personnes qui étaient les plus soit défavorisées, soit également démunies, soit complètement déphasées, de pouvoir trouver des réponses. Dans ma commune, un exemple tout simple, j'ai une commune, comme vous l'avez dit, de presque 250 habitants, il y a une agence postale communale, il y avait un corner épicerie, il y avait un dépôt de pain, il y avait de quoi pouvoir trouver toutes les informations nécessaires, les attestations qu'il fallait, ces fameuses attestations qu'on devait signer nous-mêmes, etc., etc. Donc on a trouvé toutes les solutions qui étaient là pour apporter, premièrement, de la sécurité et deuxièmement, le service à nos populations. Et je ne suis pas la seule. Les communes rurales, on a tous fait à peu près la même chose, et les communes urbaines également. Alors ces lieux de sociabilité, hein, l'importance, vous le dites, on va l'évoquer au-delà du non-recours, c'est l'accès aussi à l'information, aux services publics, mais quand on préparait ce débat, vous me disiez aussi que vous avez aujourd'hui des concitoyens en très grande déshérence parce qu'ils ont perdu le lien familial, les solidarités naturelles. Et là, il y a une vraie souffrance aussi et un éloignement au-delà de la solitude, un éloignement social aussi par rapport à tous les dispositifs auxquels ils pourraient prétendre. Alors, c'est justement toute la problématique. J'ai écouté une collègue tout à l'heure qui disait « on n'a jamais autant communiqué depuis le numérique, depuis les plateformes, depuis les réseaux sociaux, on n'a jamais autant communiqué et on n'a jamais été autant seul et isolé. » Et c'est pourtant vrai. Alors, sans parler de l'éloignement des réseaux sociaux, mais sans parler de la difficulté à appréhender la complexité numérique, on voit effectivement que dans nos populations, il y a des populations avec des enfants, bien sûr. Les enfants se sont éloignés, la proximité familiale s'est éloignée pour le travail, pour la vie, pour tout l'ensemble. Et on a effectivement des personnes qui se replient sur elles-mêmes et qui ne savent pas que faire. Mais ça, je veux dire, ça peut être avec une personne âgée, ça peut être avec un adulte de milieu de vie, ça peut être avec un jeune également. La tradition familiale vient quelquefois à éclater. On a parlé tout à l'heure des familles monoparentales. La décohabitation existante, effectivement, aussi, pose ces difficultés. Alors, ce que je voulais dire aussi, et vous l'avez retenu tout à l'heure, c'est que aller vers des dispositifs suppose de les connaître, suppose de pousser la porte. Et quand on a fait ça, c'est pas toujours gagné. Parce qu'il y a une telle complexité. Alors, on peut parler de simplification administrative, mais il y a une telle complexité numérique avec l'arborescence que l'on connaît, qui n'est pas adaptée à tout le monde. Et donc, vous parliez du maire tout à l'heure, comme vous pouvez parler des travailleurs sociaux et autres. Il faut que l'on soit toujours en réponse à ces demandes de la part de nos concitoyens, de la part de nos collègues, de la part tout simplement des gens qui vivent avec nous. Je vais vous prendre un exemple tout simple. J'en ai deux, mais je ne sais pas lequel je vais vous donner. Mais enfin, il y a une complexité administrative simple. J'ai une dame qui vient me voir en disant « je ne comprends pas ce que l'on m'écrit ». Bien, alors je ne comprends pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui était écrit? Il était écrit que l'entrée en jouissance de sa pension allait intervenir au premier jour du mois qui allait suivi la date de dépôt de son dossier si celui-ci avait été complet. On le comprend tous. Suivi de la phrase suivante, les arrérages vous seront servis à la date fixée.
Vous avez bien sûr tous compris. On est d'accord. Voilà. La langue de bois administrative. Voilà. Alors, dans ma carrière, moi, j'ai commencé en étant étudiante salariée et j'ai commencé par liquider des retraites des travailleurs indépendants. Donc, je sais ce que ça veut dire. Donc, je sais aussi pourquoi est-ce que c'est mentionné de cette façon. C'est le jargon administratif classique qu'il faut mettre. Néanmoins, la petite dame en face de moi, elle avait pas compris. Les arrérages, qu'est-ce que c'est que ça? L'entrée en jouissance de, ça veut dire quoi pour moi? Donc vous voyez, c'est toute cette difficulté qu'il y a à faire comprendre que ce jargon, il est compréhensible pour les initiés, mais il ne l'est pas pour la plupart des gens, pour la plupart des citoyens. Donc, premièrement, il faudrait quand même qu'on ait une simplification. Simplification sans que ce soit de la complexité numérique, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas accessible à tout le monde. On a les France Services qui rendent un service là phénoménal, les CCAS, l'ensemble des gens qui sont de bonne volonté pour pouvoir expliquer aux autres de quoi ils retournent, mais il faut qu'il y ait quand même plus de simplification. Il faut aussi que les gens puissent comprendre qu'à un moment très simple, s'il y avait un revenu, un revenu plancher qui permette d'aller vers une demande d'aide, ça serait peut-être plus simple. Je veux dire, si on vous dit, écoutez, à partir de 1 200 €, vous pouvez prétendre et il serait utile que, ça peut peut-être être tout simplement mentionné sur le bulletin de salaire. Ça, il y a peut-être des choses qui peuvent être faites. Là encore, des pistes de changement travail, et d'amélioration. Voilà. Et puis rentrer dans un dispositif tout simple et fluide. Simplicité, fluidité. Merci Elisabeth Blanchet. Claire Hédon, défenseur des droits. Alors, bien évidemment, les propos des deux élus qu'on vient d'entendre résonnent dans l'activité au quotidien de votre institution. Le défenseur des droits, c'est d'abord un médiateur, mais aussi une capacité d'écoute de toutes ces difficultés. Et vous attirez souvent l'attention des pouvoirs publics, en particulier sur le problème du numérique, pour commencer, qui vient d'être évoqué à l'instant. Oui, merci beaucoup. Alors évidemment, l'accès au droit, c'est au cœur du travail de notre institution, au cœur de nos préoccupations, et c'est absolument indispensable. Et vous le savez, parce que c'est ça qui redonne la capacité d'agir aux personnes. Et les CCAS, vous êtes au cœur de cette question de l'accès au droit. Et donc je comprends bien qu'on ait une table ronde sur ce sujet quand il y a une rencontre des CCAS. Peut-être que ce serait bien que je vous dise quand même un mot de l'institution, parce que j'ai conscience qu'elle est encore mal connue. Deux missions principales. La première, c'est rétablir les personnes dans leurs droits à partir des réclamations que nous recevons. 126 000 par exemple l'année dernière, et je vous détaillerai un peu. Et la deuxième mission, c'est promouvoir les droits et les libertés. C'est pas du tout quelque chose de creux, c'est qu'en gros, à partir des difficultés que nous observons dans les réclamations, nous avons des recommandations à faire au gouvernement, au Parlement, et ces points-là sont vraiment très importants, et c'est comme ça qu'on a fait ce rapport sur la dématérialisation. Et puis derrière, c'est un réseau aussi local. Alors, je vais bien sûr vous expliquer comment on fonctionne. Et 5 missions là-dessus, vous l'avez dit, la partie médiateur, ce qui est en fait la question de la défense des droits des usagers de services publics, la protection des droits des enfants, la lutte contre les discriminations, la protection, l'orientation des lanceurs d'alerte, qui est une compétence qui nous a été rajoutée en 2016, et puis nous sommes l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité, sujet qui nous préoccupe en ce moment. On va revenir sur la question des droits des usagers de services publics. Je vous ai dit 126 000 réclamations l'année dernière. 80% de ces réclamations concernent des problèmes d'usagers de services publics et sont traités par nos délégués territoriaux. Vous en avez 2 qui sont dans la salle, qui sont des locaux, et qui traitent 80% des réclamations que nous recevons et qui les traitent en médiation. C'est vraiment ce qu'on a hérité du médiateur de la République. Et ces délégués et notre institution, on a un rôle essentiel, très utile pour les pouvoirs publics, parce qu'on voit ce qui ne marche pas. Évidemment, je ne vais vous parler que de ce qui ne marche pas, parce que moi... On retrouve dans vos rapports très réguliers. Les réclamations, et de temps en temps, il y en a qui ne sont pas contents, parce qu'on leur parle que de ce qui ne marche pas. Mais moi, je ne suis pas là pour faire de l'audit sur un service public, mais plutôt pour dire, voilà les réclamations qui nous remontent, voilà les difficultés. Et effectivement, et du coup, c'est vraiment les 2 points sur lesquels je voudrais insister aujourd'hui. C'est ce que j'observe d'où je suis sur un recul des services publics, entre autres liés à la dématérialisation, et la préoccupation que j'ai des personnes les plus vulnérables, préoccupation que vous avez aussi très largement dans les CCAS.
Si je prends la question d'abord du recul des services publics, la dématérialisation, entendons-nous bien, c'est une chance pour plein de personnes. Ça peut simplifier les démarches, d'accord. Mais ça met une partie de la population en situation d'exclusion. Vous l'avez dit, on évalue à peu près à 13 millions de personnes. On pense évidemment aux personnes âgées, aux personnes étrangères, aux personnes en situation de handicap, aux précaires, mais en fait aussi aux jeunes. Un quart des jeunes nous disent être en difficulté avec des démarches numériques. Mais parce que les jeunes sont très doués sur leur smartphone à faire plein de choses, mais pas forcément à remplir un dossier CAF qui parfois peut être un peu compliqué. On a tous des progrès à faire pour simplifier, mais on se le met aussi pour notre institution. Donc du monde qui est vraiment en difficulté, et évidemment, avec quelques chiffres quand même que je peux vous donner, 22% des personnes en France n'ont ni ordinateur ni tablette. 25% de la population n'a pas d'imprimante. C'est compliqué de faire des démarches administratives en ce moment si vous n'avez pas d'imprimante pour scanner un certain nombre de documents. Celles qui n'ont pas de connexion Internet, c'est 15%. Et 28% de la population s'estime peu compétente pour effectuer des démarches administratives en ligne. Donc ça fait quand même beaucoup de monde qui a un sentiment de beaucoup de barrières à l'entrée. Beaucoup de barrières à l'entrée. Et ce qui nous impressionne, et vous avez commencé à le dire, c'est la question d'un report de tâches. Enfin, le principe du service public, c'est quand même de s'adapter à l'usager. Et là, on demande à l'usager de s'adapter. On demande à l'usager de faire le travail. Et s'il ne peut pas faire le travail, c'est des associations qui vont le faire, ou vous avez raison, les travailleurs sociaux, qui se mettent à faire ce que faisait avant l'agent de service public. Dans ce que je dis, vraiment, il n'y a aucune attaque contre les agents de service public qui cherchent à faire au mieux, qui sont eux-mêmes mis en difficulté parce que justement, réduction des effectifs, la Cour des comptes l'a très très bien dit pour les préfectures, la réduction des effectifs fait qu'ils ne sont pas en capacité de traiter l'ensemble des dossiers. Évidemment, ça renvoie à l'idée, mais en fait, qu'est-ce que nous voulons comme service public ? Et les principes des services publics qui sont l'égalité, l'adaptabilité, la continuité, je trouve, sont mis à mal en ce moment. Nous l'observons dans les réclamations que nous recevons. Au début de mon mandat, j'ai été alertée par nos délégués territoriaux, justement, du fait qu'ils avaient en face d'eux des réclamants épuisés, énervés, en colère. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivaient plus à joindre les services publics. Et là encore, j'ai déjeuné avec nos délégués qui m'ont dit, mais en fait, ce qui est insupportable pour les réclamants qu'on a, c'est qu'ils n'ont pas de réponse. Alors là, on a des délégués très dégourdis qui arrivent à avoir des réponses et qui ont de très bons liens avec les CAF, CPAM et tout le reste. Mais on a aussi mené une enquête, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sur les réponses des plateformes téléphoniques dans 4 services publics, dont justement il y avait l'assurance maladie, la CAF, Pôle emploi et la CARSAT. Et en fait, 40% des appels n'aboutissent pas, ou à un certain moment, on a quelqu'un au bout du fil, mais en fait qui n'a pas accès à votre dossier, qui du coup n'est pas suffisamment compétent pour régler le problème. C'est une autre des questions qu'on peut aussi, on pourrait revenir sur les France Services qui posent une difficulté. Les France Services, c'est beaucoup mieux, ça permet un accès, mais ce ne sont pas des agents des différents services publics, ce n'est pas des agents de la CAF. Professionnaliser cette médiation sociale et surtout de pouvoir apporter des vraies réponses. C'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas accès au dossier, ils n'ont pas accès au logiciel de la CAF ou de la CPM, et donc ils ne peuvent pas régler le problème. Et tout dépend du lien qu'ils ont avec ces différents services. Je pense que ça parle aussi à pas mal de gens dans les CCAS. Et on entendra Thomas Fatome, bien sûr, sur ce sujet. Là-dessus. Que je vois prochainement, d'ailleurs, parce qu'on a pas mal de choses à échanger avec tous ces différents services publics. L'autre point sur lequel je voulais vous alerter, c'est la question de la lutte contre la fraude. Entendons-nous bien, évidemment qu'il faut lutter contre la fraude, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais il y a un moment où la lutte contre la fraude peut aboutir à du non-accès au droit, à de l'acharnement. Les femmes seules, parce qu'évidemment elles ont bénéficié d'un peu plus d'aide, sont aussi très largement visées dans ces contrôles. Et moi j'ai en tête une femme qui a été accusée illégitimement de fraude. Elle avait oublié de déclarer des revenus de sa fille, qu'elle avait déclarés aux impôts. Donc il n'y avait pas une volonté de frauder. Si elle voulait frauder, elle ne l'aurait pas déclaré aux impôts. Mais elle ne les avait pas déclarés à la CAF. Ça a été considéré comme fraude, donc avec amende. Et on a réussi à ce que ce soit considéré comme une erreur. Ce point-là est important. Qu'elle rembourse les indus, bien sûr. Mais après, il y a aussi un plan de remboursement qui lui laisse suffisamment de revenus pour vivre. Et vraiment, je voudrais réinsister sur cette question de fondement du service public, de continuité, d'égalité, d'adaptabilité. On n'est pas agent dans les services publics par hasard. On souhaite cette question d'accès au droit. La deuxième partie de ce que je voulais développer avec vous, c'était la question de la vulnérabilité des personnes.
qui me frappe, c'est que c'est quand même la vulnérabilité qui crée des possibilités d'atteinte aux droits des personnes. On l'a très bien vu dans le rapport qu'on a rendu sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD. C'était bien la vulnérabilité des personnes qui pouvait créer des possibilités d'atteinte aux droits. On le voit de la même manière sur les questions de droits des enfants, et sur les plus précaires, on l'observe aussi. La vulnérabilité peut créer un éloignement de ces droits et des services publics, et les personnes peuvent être empêchées. Ce qui me frappe, moi, dans cette question du non-recours que vous avez commencé largement à évoquer, c'est en fait ce que j'observe d'où je suis, c'est pas tant que les personnes ne connaissent pas leurs droits, c'est-à-dire en fait elles commencent les démarches, elles sont empêchées dans leur accès aux droits et elles renoncent. Et alors quand on dit renonce, je trouve qu'il y a un petit côté culpabilisateur, c'est-à-dire elles pourraient continuer. Non, c'est qu'il y a tellement d'obstacles qu'elle n'y arrive pas. Clara Deville, qui est une chercheure, a fait une thèse sur cette question d'accès au RSA en zone rurale. Et sa thèse est très intéressante parce qu'elle s'est penchée sur les deux questions, à la fois de la dématérialisation, mais aussi de la qualité de l'accueil. Et elle montre, j'ai en exemple une personne qui a mis plus de 16 mois à obtenir son RSA, et c'est pas une... Et donc, ça veut dire que pendant 16 mois, il est en non-recours. Et en fait, il avait fait la demande. Il va une première fois à la CAF, on lui dit non, il fallait prendre rendez-vous par Internet. Accessoirement, il est à 30 km de la CAF, donc ça ne simplifie pas tout à fait. Il arrive, il se fait aider à prendre un rendez-vous par Internet, il va au rendez-vous et il dit vraiment qu'il n'a pas les codes, mais vraiment pas les codes sociaux, c'est-à-dire il ne sait pas bien à qui s'adresser, qu'est-ce qu'il faut demander, quelles sont les pièces à réunir. Et donc ça demande, et ce n'est pas simple pour les agents de service public, ça demande une sacrée adaptabilité. Mais je voudrais réinsister sur le fait de ce qu'on observe, nous, dans les réclamations que nous recevons, parce que là-dessus on est un bon observatoire de ce qui ne va pas, c'est qu'on observe beaucoup de personnes sur toutes les questions de minima sociaux qui sont empêchées d'accéder à leurs droits plutôt que de ne pas forcément les connaître. D'ailleurs, vous dire que j'ai une préoccupation aussi sur quelque chose qui pourrait être une très bonne chose, qui est la question de l'automatisation des aides. De ce que nous avons observé, en soi c'est un très bon principe, on est tous d'accord, on est a priori pour, mais ce que nous observons sur les aides au logement, et on a de grandes craintes de ce qui peut se passer pour le RSA, c'est en fait des difficultés parce qu'il y a eu des erreurs dans la façon de remplir le dossier, des erreurs dues par exemple à des indemnités journalières qui en fait n'ont pas été versées ou pas à la bonne personne, des erreurs dans les noms d'entreprises et de salaires, et là nous avons des réclamants qui du coup ne reçoivent pas pendant 1 an, 18 mois, les APL. S'il se passe la même chose sur le RSA, ça va aussi être problématique. Et évidemment, moi je continue à dire, je ne vois que ce qui ne va pas. Mais là, on voit bien tout ce qui ne va pas. Donc je pense que les services publics ont un rôle essentiel pour permettre cet accès au droit, qu'on a tous des progrès à faire. Vous avez évoqué les questions d'accessibilité et du langage. Moi, j'étais très impressionnée par un de nos réclamants. À un moment, on avait travaillé sur la médiation préalable obligatoire, qui contestait parce qu'il avait une remise de dette. Et alors, donc, c'était le dialogue de sourds avec le délégué qui ne comprend pas bien pourquoi il n'est pas content, parce qu'il a une remise de dette, et avec la CAF qui ne comprenait pas. En fait, on peut lui dire que la dette est annulée, qu'il n'a plus rien à payer. Et nous, moi de temps en temps, je signe des courriers, je me dis, oh là là, mais le réclamant, il va comprendre quoi? Donc nous, je peux vous dire qu'on a mené là, en ce moment, tout un travail pour la simplification de nos courriers aux réclamants, des éléments qu'on leur envoie, de notre site internet, de l'ensemble des documents qu'on fait, pour aussi essayer de s'adapter au mieux au grand public. Mais réfléchir régulièrement à cette question de la réalité, de l'effectivité de l'accès au droit me paraît essentiel. Merci Claire Hédon. Alors on va se tourner maintenant vers Thomas Fatome. Oui, on peut applaudir. Thomas Fatome, on évoquait à l'instant avec Claire Hédon les problèmes qui se posent pour l'assurance maladie. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la CNAM. Vous êtes bien sûr conscient de tous ces problèmes et peut-être nous rappeler les principaux et surtout les pistes d'amélioration que vous mettez en œuvre. Bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir invité et encore une fois, désolé de ne pas être avec vous cet après-midi physiquement, mais je tenais quand même à essayer de participer à cette table ronde et j'ai été évidemment extrêmement intéressé par les différentes interventions sur lesquelles je vais essayer de rebondir. D'abord, témoigner de l'engagement de l'assurance maladie, de l'ensemble de ces plus de 60 000 collaborateurs pour porter les valeurs du service public qu'évoquait Claire Hédon notamment, et auxquelles nous sommes extrêmement attachés.
Et quelque part, derrière ces valeurs service public, en tout cas pour l'assurance maladie, évidemment, l'accès aux droits, l'accessibilité du service public de l'assurance maladie, je dirais plus largement, est une priorité extrêmement forte. Ça ne date pas d'aujourd'hui, et elle se traduit, je dirais, de deux façons. D'une part, par une organisation et une mobilisation interne des équipes de l'assurance maladie. Progressivement, et notamment depuis 2019, nous avons structuré ce que nous appelons des missions accompagnement santé, c'est-à-dire des équipes effectivement dédiées à tout ce qui tourne autour de l'accès aux droits et de l'accès aux soins. Et c'est vraiment le fruit d'expériences locales qui progressivement nous ont conduit à structurer des équipes dédiées. Ça, c'est, je dirais, notre premier pilier d'action. Deuxième pilier, et évidemment, je ne le dis pas, je dirais par hasard, à ce congrès de l'UNCAS, c'est la construction de partenariats avec les acteurs locaux, territoriaux, les collectivités locales, bien sûr, nos voisins, cousins des services publics, notamment de la sécurité sociale, notamment des CAF, et bien sûr les CCAS. Et ce n'est pas non plus totalement un hasard si en décembre dernier, nous avons re-signé une convention nationale cadre avec l'UNCAS 2 décembre 2022 et qui est venue, je dirais, confirmer tous les partenariats au niveau local que les caisses primaires d'assurance maladie ont avec les centres d'action sociale et qui sont, je dirais, à la fois des partenaires, des acteurs, des relais et qui, je crois aussi, quelque part, Claire Hédon l'a dit à plusieurs reprises, nous invite et nous incite à régler des difficultés, identifier ce qui ne marche pas et faire remonter les choses, adapter avec le ministère la réglementation et sont évidemment des partenaires indispensables. Je ne vais pas vous donner trop de chiffres parce que l'idée c'était aussi de partager un certain nombre de réponses et de priorités pour j'allais dire l'avenir, en tout cas pour le présent et l'avenir immédiat. Partager tout de même avec vous que parce que nous avons la chance d'être un réseau territorialement bien implanté et avec ces missions d'accompagnement santé, nous avons accompagné ces 3 dernières années plus de 600 000 personnes. Et quand je dis accompagner, c'est un accompagnement individualisé autour des problématiques d'accès aux droits, d'accès aux soins, et avec évidemment une part importante de ces publics qui sont des publics en situation de précarité, bénéficiaires du RSA, personnes sans emploi, familles monoparentales et personnes âgées isolées. Ça traduit encore une fois notre mobilisation territoriale pour pouvoir répondre à ces difficultés. Et vous l'avez évoqué, je crois, tout à l'heure, Madame la maire, le confinement a été aussi l'occasion, et en lien souvent étroit avec les CCAS et avec les autres acteurs territoriaux, de démultiplier ces actions d'aller vers. On pense bien sûr à ce qui s'est fait sur la vaccination, mais bien avant, dès le premier confinement, les caisses primaires d'assurance maladie ont essayé d'être, je crois, à la hauteur des demandes des collectivités locales, des CAF, des associations de lutte contre la pauvreté pour aller au plus près du terrain dans des périodes particulièrement difficiles qui ont été notamment le premier confinement et les confinements successifs. Concrètement, Thomas Fantôme, le Aller Vers, avec des outils que vous avez mis en œuvre, je pense les parcours attentionnés ou dites-le nous aussi, concrètement, vous avez pu mesurer, évaluer des progrès à partir de ces outils Oui, alors en tout cas, s'agissant notamment du Aller Vers sur la vaccination, on a développé à la fois, je dirais, une force de frappe au bon sens du terme d'appel et d'aller notamment vers les personnes âgées et notamment vers les malades chroniques qui n'étaient pas vaccinés. Donc ça, on a pu je dirais, à la fois déployer ces programmes d'action et puis les évaluer. Et en se disant mais je crois que c'est vraiment toute la force et de la mission du service public, c'est que parfois beaucoup d'appels pour parfois un nombre de personnes vaccinées qui n'était pas toujours très élevé, mais ça n'a pas empêché les caisses de continuer, d'expliquer, de jamais contraindre évidemment, de jamais obliger, c'est une des particularités bien sûr de cette mission, mais d'accompagner, d'essayer de donner les bons niveaux d'information. Et clairement, c'est un point de repère pour les autres opérations d'aller vers, pas seulement d'ailleurs d'accès aux droits, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi, on sait par exemple que sur le dépistage
organiser des cancers. On a ce qu'on appelle un gradient social élevé. On a des populations bénéficiaires de la C2S, des populations précaires qui ont moins recours au dépistage. Donc, comment on va faire ce aller vers, comment on va les identifier, comment on va travailler avec nos partenaires associatifs. Encore une fois, au niveau local, ça fait partie de nos priorités. Je voulais partager avec vous deux, trois points sans être trop long, et notamment pour rebondir avec ce qui a été évoqué. D'une part, à la fois Madame la maire et Madame la défenseur des droits, vous l'avez évoqué, France Service, vous dire qu'on doit encore approfondir notre partenariat, mais que c'est pour les caisses d'assurance maladie des partenaires, des points de proximité avec lesquels on travaille extrêmement bien et qui nous permettent je dirais, de toucher encore davantage de public, et beaucoup d'initiatives qui sont au niveau local, des prises de rendez-vous, des visioconférences notamment. On a un guichet France Service qui organise un rendez-vous en direct avec la caisse primaire et qui permet de répondre aux demandes des bénéficiaires. On a un effort de formation à faire qu'on va approfondir. Des collaborateurs de France Service, ils ont un métier difficile parce qu'ils ont affaire à beaucoup de sujets différents, mais c'est une première priorité. Deuxième priorité, c'est quelque chose sur lequel je voulais insister beaucoup au vu de ce qui a été dit. Nous voulons être et rester un service public accessible via l'ensemble de nos canaux. Accueil physique, accueil téléphonique, service numérique. Et je crois que c'est vraiment très important de le dire. Autant, et Claire Hédon l'a évoqué également, je crois, moi, que le numérique continue à permettre de simplifier la vie des gens qui sont à l'aise avec le numérique, à leur permettre d'avoir en quelques clics une attestation de droit, de demander leur carte vitale. Mais c'est vrai qu'on a sans doute, et même certainement, un nombre important, le chiffre de 13 millions a été évoqué, d'assurés qui ne sont pas facilement à l'aise avec le numérique. Et moi, ce que je veux réaffirmer aussi cet après-midi, c'est que l'assurance maladie veut être un service public et est aujourd'hui un service public accessible par ces différents canaux. Il n'y a pas d'exclusivité du service numérique. Si demain, vous allez dans une caisse primaire pour récupérer une attestation de droit, si vous téléphonez à une caisse primaire, j'y reviendrai, eh bien, on pourra vous délivrer ce service. Oui, vous avez entendu l'objection là tout à l'heure sur l'accueil téléphonique. Venez-y, justement. Je voulais y revenir. On a fait face en 2021 et en 2022 à une situation sur le téléphone tout à fait extraordinaire, et on a prévu en effet avec Claire Hédon de s'en reparler dans les prochaines semaines. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les demandes d'appels téléphoniques vers les caisses primaires ont été multipliées par plus que 2. Je ne parle pas d'une augmentation de 10%, de 20%, de 30%. Ont été multipliées par plus que 2. Vous l'expliquez comment ? À cause du Covid, à cause de la vague Omicron, à cause des demandes sur le pass sanitaire, le pass vaccinal, les arrêts de travail, les tests, toute une série de... Et c'est normal, hein, nous sommes un grand service public, le 3646, c'est un numéro que nos assurés connaissent, et donc ils ont beaucoup appelé les caisses. Et donc nous avons nous-mêmes augmenté notre capacité à traiter ces appels. On a augmenté de 500 ETP nos effectifs, on a augmenté de 60% notre capacité, nos appels pris, 60% d'appels pris en augmentation en 2022 par rapport aux années précédentes, mais c'est vrai que notre service s'est dégradé parce que même en formant rapidement des collaborateurs, même en augmentant notre capacité, on ne pouvait pas répondre à une vague d'appels aussi importante qui est liée, encore une fois, à la vague Covid et qui a été proprement, encore même en 2022, très importante. On est en train de revenir vers une situation plus normale. Le taux de décroché, pour parler un peu technique, remonte. On a encore des efforts à faire. On n'est pas complètement sorti de cette situation. Il y a aussi des habitudes qui changent. Nos assurés vont moins à l'accueil physique, nous téléphonent plus, utilisent plus le mail. Et c'est quelque chose sur lequel on doit continuer à s'améliorer, à nous adapter, parce que c'est vrai, on doit, c'est dans nos obligations de service public, et c'est heureux, c'est nécessaire, une réponse, ça a été dit également, hein, pas seulement décrocher le téléphone, mais apporter une réponse concluante aux demandes de nos assurés. Donc c'est clairement une priorité que nous allons continuer à approfondir dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais je voulais le redire à nouveau. Merci Benoît Paton. On développera peut-être tel ou tel point avec les congressistes, puisque, je vous le rappelle, vous avez la possibilité d'intervenir. Il y a des micro-baladeurs, et je pense que ça serait bien qu'ils commencent déjà à approcher, puisque je vois des mains qui se lèvent. Mais on va terminer le tour de table avec la représentante de l'État.
Avec vous, Cécile Tagliana, vous êtes déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. On a évoqué les initiatives prises contre le non-recours, mais vous entendez également tout ce qui a été dit par les autres intervenants. Oui, alors je ne vais pas tenter une réponse exhaustive de justification de tout ce qui a été fait. Thomas Fatome a commencé, mais c'est vrai que cette question du non-recours, de toute manière, sur la lutte contre la pauvreté, ça fait un bout de temps qu'elle préoccupe l'État dans ses différentes composantes. C'est quand même quelque chose qui est plus pris en compte depuis, on va dire, 10-15 ans. Et aussi plus étudié. Vous avez cité quelques chiffres. C'est vrai qu'on vivait sur des chiffres assez anciens, sur le non-recours, avec peu d'évaluations très sérieuses statistiquement. Et là, on a eu, grâce à l'action justement à la fois des citoyens et des institutions comme le Défenseur, vraiment une volonté d'avoir plus de connaissances de ce non-recours plus précises. Et donc, on arrive à vraiment savoir quels sont les taux de non-recours sur certaines prestations. Et quand je parle des prestations, je ne parle même pas des services comme le dépistage qu'a évoqué le directeur de la CNAM et qui sont là aussi tout aussi essentiels. Donc partant quand même de cette volonté de lutter contre le non-recours, que chacun ait accès au juste droit tout simplement, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté donc de 2018 avait déjà lancé certaines choses, toujours en s'intéressant au préalable, vous l'avez dit peut-être à plusieurs reprises, à cette partie de la population qui n'est pas la majorité en fait. Évidemment, 80% des gens arrivent à accéder à leurs droits, arrivent à se servir du numérique. Nous, les personnes que vous voyez pour la plupart en CCAS ou dont on s'occupe dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, ce sont toutes ces personnes qui sont à la marge, qui n'y arrivent pas. Et ces personnes-là, elles ont besoin de plus de temps, de plus d'attention. On ne peut pas les traiter comme la moyenne. Voilà. Il faut absolument se garder de ce biais de parler de statistiques moyennes. Il faut vraiment s'intéresser à ces personnes-là en particulier. Sinon, on construit des réponses qui ne sont, pas adaptées, tout simplement. Voilà, donc quand même pendant la stratégie, on avait lancé 2-3 choses intéressantes. D'une part, le premier accueil social inconditionnel de proximité dont les départements étaient chefs de file, ils avaient contractualisé avec l'État pour ce faire et qui devait englober non seulement leurs propres accueils sociaux, donc l'action sociale de territoire, mais aussi se lier et s'organiser avec les CCAS, les CIAS, les organismes de sécurité sociale et les maisons France Service quand elles sont arrivées. On a aujourd'hui quand même des résultats qui sont plutôt intéressants sur ce premier accueil social inconditionnel, puisque d'après les bilans des départements, ils couvrent 95% du territoire. Encore une fois, gardons-nous des moyennes, ça ne représente pas forcément 95% des personnes. Évidemment, c'est une offre de services qui existe sur 95% du territoire. Deuxièmement, les maisons France Service, effectivement, qui sont arrivées, alors avec leurs avantages, avec aussi leurs défauts, leurs imperfections, qui s'améliorent au fil du temps. C'est quand même un travail qui est en progression et qui aussi mérite d'être davantage connu, puisqu'en 2021, on avait quand même 4 Français sur 10 qui n'avaient pas entendu parler des France Service. Donc voilà, il y a aussi cette question de non-connaissance, y compris sur cette offre de service. Et là encore, avec un lien organisé avec le premier accueil social inconditionnel, donc le côté accès au droit qui peut paraître un peu aride, et le côté accompagnement social qui doit être encore mieux organisé, donc pour éviter ces silos. Pendant la stratégie, on avait aussi développé, en les rentrant dans le droit commun, les points conseil budget. Donc les CCAS connaissent bien les points conseil budget, il y a 50 CCAS qui sont labellisés. Et qui, eux, ont une autre forme d'accès au droit, en fait, puisque les personnes viennent pour des difficultés financières et budgétaires, et souvent, c'est une question d'ouverture de droit, en fait. Donc souvent, la personne qui les reçoit, avec un accueil non jugeant, va finalement les amener à ouvrir des droits, que ce soit des allocations logement, ou alors une demande au Fonds social logement, par exemple, pour avoir une aide. La stratégie, elle avait aussi voulu simplifier les démarches, donc ça c'est un peu des mesures nationales. Par exemple, on a parlé de l'automaticité. Depuis le 1er janvier 2022, les allocataires du RSA, ils peuvent bénéficier automatiquement de la complémentaire santé solidaire. Voilà, c'est quelque chose qui va un peu à l'encontre
d'une idée ancienne qu'on avait en France, qui était la quérabilité, donc le fait de faire la démarche volontaire, d'aller demander le bénéfice d'un droit pour là le rendre automatique, et en tout cas en faire la proposition. C'est de là que vient aussi maintenant la solidarité à la source qui va être mise en place. Et enfin, on avait au national aussi, on a tenté, et je vais vous dire après comment on a appliqué ça au local, des campagnes de détection grâce aux données sociales. En fait, tous les organismes de sécurité sociale, les impôts, etc., ont beaucoup de données sur les personnes. Et en croisant bien ces données, on peut arriver à détecter des situations potentielles de non-recours. C'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Voilà. Donc c'est vrai que ces campagnes ont été... Il y a eu des tentatives. Il y a 45 000 allocataires des CAF qui ont été contactés en 2020. Il y a eu 3 000 ouvertures de droits environ. Donc voilà, le taux de transformation peut être relativement faible parce qu'il faut aussi cet accompagnement en fait. Voilà, il ne suffit pas d'aller détecter qu'il y a des droits, il faut aussi les expliquer aux personnes. C'est vrai que si on leur envoie un courrier qui est incompréhensible, ça ne va pas beaucoup les aider. Bon, toutefois, on a des avancées parce qu'on a tenté des projets concrets. En fait, il y a des collectivités, clairement, qui se sont engagés dans des projets extrêmement concrets et mobilisateurs, y compris pour leurs agents, et qui se sont appelés des territoires zéro non-recours. Alors chacun a choisi son appellation, il n'y a pas de label. Alors venons-y peut-être justement, voilà. Puisqu'il y a déjà des expériences en cours, donc des choses qu'on peut évaluer, connaître, et puis surtout, il y a cet appel à manifestation d'intérêt qu'évoquait ce matin le ministre. Alors allons-y. Effectivement, cet appel à manifestation d'intérêt, c'est un bel exemple en fait de ce qu'on peut faire quand on écoute les territoires. Voilà. Donc, puisque les territoires zéro non-recours, ils sont partis d'initiatives notamment de 3 territoires qui sont Bastia, Paris dans le 10e arrondissement et Vénissieux. Ces 3 territoires ont décidé d'essayer... alors par des techniques extrêmement diverses, de lutter contre le non-recours et donc de proposer à tout le monde d'avoir accès à ces droits. Ils n'ont pas forcément commencé tous en même temps. À Paris, l'expérimentation a été commencée en 2021 avec le soutien des crédits de la stratégie pauvreté sur un territoire dense, donc 10e arrondissement, avec quand même beaucoup de monde, beaucoup d'habitants, un territoire assez mixte. Tandis qu'à Bastia, ça a été commencé sur 2 zones de quartiers prioritaires de la ville, donc dense aussi, mais à la hauteur de la Corse, donc c'est pas la même densité, et beaucoup plus précis, avec beaucoup moins d'habitants. Et à Vénissieux, on a quelque chose qui est un peu entre les deux, et des habitants très précaires aussi. Ce qu'on voit par exemple à Paris, à Bastia ou à Vénissieux, c'est qu'il faut avoir un nombre de partenaires autour de la table très nombreux pour arriver à lutter contre le non-recours. Il y avait 30 à 40 partenaires dans chacun de ces territoires, souvent avec le CCAS comme pivot d'ailleurs, et son centre d'action sociale pour la ville de Paris, et autour à la fois les services publics bien sûr, mais aussi les associations et par exemple aussi les offices HLM, qui sont des liens avec les habitants qui sont finalement parfois plus efficaces que si on ne s'appuie que sur le service public classique. Donc, première chose, premier enseignement, beaucoup de partenaires. Deuxième enseignement, il faut du temps. Parce que ce partenariat, ça se construit, et parce qu'il faut tester plein de choses. Pour le département que je connais le mieux, donc la ville que je connais le mieux, Paris, puisque avant... Voilà, vous étiez délégué Île-de-France. Voilà, j'étais commissaire à lutte contre la pauvreté en Île-de-France. C'est vrai qu'il a fallu du temps à la fois pour imaginer le projet, pour mobiliser les partenaires, pour faire des conventions, parce que quand on parle de situations particulières, on va quand même avoir une attention aux droits des personnes, notamment au droit à la vie privée, à l'exploitation des données, et puis pour tester beaucoup de choses et pour embarquer les agents publics ou bénévoles dans cette démarche, qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente. C'est pas forcément évident de faire de l'aller vers. C'est pas forcément évident de faire un binôme entre un travailleur social et quelqu'un qui est plus administratif, qui fait de l'ouverture de droits. Chacun va faire un petit pas de côté pour essayer de comprendre l'autre. Et c'est pas forcément évident de changer de culture en n'étant pas focalisé sur les droits qu'on ouvre habituellement, mais sur une vision à 360 de la personne. Voilà, ce matin, on évoquait l'hybridation. Et typiquement, voilà un chantier d'hybridation tel que vous le décrivez.
Est-ce qu'on peut peut-être dès maintenant ouvrir le débat avec la salle et puis vous pourrez répondre comme ça à des questions très, très directes. Je crois qu'il y avait une main qui s'était levée là-bas. Vous avez le micro. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Jean-Daniel Denmont, adjoint au maire et vice-président de CCAS des Avirons, Île de la Réunion, commune d'environ 12 000 habitants. Moi, ce qui m'a fait réagir tout à l'heure, c'est l'intervention de la CNAM, puisque on est un CCAS où on accueille aussi le mécontentement des gens. Quand un partenaire, nous on appelle pas le CNAM, la CNAM ou le CNAM, en tous les cas, nous on appelle CGSS, Caisse Générale de Sécurité Sociale à La Réunion. Et ce partenaire qui joue un rôle important parce qu'on sait bien que ça touche l'ensemble de la population, eh bien, on a parfois, voire souvent, des difficultés pour être en contact. Quand le directeur parlait tout à l'heure d'aller vers, ben, on aimerait bien. Je rêve de voir la CGSS être partenaire véritablement de notre CCAS, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'ils travaillent à côté et nos agents ont souvent des difficultés lorsqu'on les interpelle sur tel ou tel dossier. Et là, lorsque ça n'avance pas, eh bien c'est vers le CCAS, vers nous élus, vers les agents qui se retrouvent parfois victimes de ce mécontentement, et ce partenariat qui concerne donc la CGSS, ça aussi... Il existe ce partenariat ou il est à construire? Il est à construire et je crois que la Covid a fait encore plus de dégâts. Ils sont restés 1 an et demi à peu près pour ne plus recevoir le public. Tout a fonctionné par numérique et on constate quand même qu'il y a beaucoup de difficultés pour accéder à ce partenaire. Et nous, au niveau du CCAS, ça aurait été bien déjà si on pouvait aller vers le CCAS déjà, parce que la population, c'est déjà difficile, mais on recueille souvent les dossiers de retraite, les dossiers, différents dossiers, et ça prend du temps. Lorsqu'il y a une demande d'ASPA, par exemple, on se retrouve au lieu de dire aller vers, je veux dire, nous on court derrière la... c'est très clair ce que vous nous dites. Courir derrière la sécurité sociale. C'est ça malheureusement ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a ce partenariat qui demande à être construit sur des bases vraiment solides. Merci. On va prendre d'autres interventions de la salle. Voilà, au centre de la salle, si le micro veut bien aller sur le 3e rang. Là, voilà, les mains qui se lèvent. Et là-bas, peut-être en haut, non? Oui, moi j'ai la chance d'avoir le micro. Ah bah allez-y. Coupé le monsieur, voilà. désolé. Vous vous présentez? Oui, bien sûr. Monsieur Bidal, donc vice-président du CCAS d'Aubervilliers, maire adjoint. Voilà, donc nous, on se rencontre depuis France Service et puis qu'on a mis en place dans nos maisons pour tous et au CCAS, qu'on a accès à des belles plateformes. Mais le problème, c'est quand on ne rentre pas dans la plateforme, par exemple, un truc tout bête, on fait 25 dossiers retraite par jour à Aubervilliers. Parce que les gens, ils ne savent plus du tout comment faire, ils n'arrivent pas à accéder au portail. Et bien, comme on a des carrières cassées, comme on a des carrières très compliquées, les agents, ils ouvrent le dossier retraite et on leur dit « on vous répondra dans 18 mois ». Comment on fait? Bon, bien sûr, on fait la demande de RSA, enfin, on sait faire. Mais comment on peut donner une réponse comme ça à des gens, à des agents, à des collègues? C'est pas le public, ça veut dire c'est nos écrivains numériques, c'est nos 13 assistantes sociales parce qu'elles sont plus que 13 au lieu d'être 24. Donc elles sont découragées et moi, en tant qu'élu, je leur dis mais bon, on va travailler dessus, perdez pas courage. On a fait plein d'actions pour attirer la population à venir nous voir. On a mis des agents, enfin des écrivains numériques ou des agents France Service pour les accueillir. On les accueille. On fait quelque chose, mais la réponse qu'il y a derrière, et en plus on n'a pas d'interlocuteur ni à la caisse de retraite, ni à la CAF, ni... voilà, on n'a pas de numéro avec quelqu'un pour aider à donner une réponse. Alors, aller vers l'usager, mais d'abord aller vers entre les institutions elles-mêmes. Monsieur, vous avez le micro, allez-y, et puis
Oui. Voilà, faites bien signe si vous souhaitez intervenir. Bonjour, Jean-Yves Ravier, maire de Lons-le-Saunier, préfecture du Jura. Je voulais compléter sur France Service parce que c'est vrai que l'État compte beaucoup sur les collectivités. Alors ça va être une fierté pour nous maires et les agents du CCAS de pouvoir répondre aux concitoyens et aux concitoyennes qui viennent nous voir. La problématique surtout, c'est qu'il y a beaucoup de transferts de charges sur nos collectivités. Et quand on prend l'exemple de France Service, qu'on a mis en place avec mon adjoint aux affaires sociales qui est à côté de moi, Thierry Gaffio, il nous a coûté presque 80 000 € et on a touché 30 000 € pour la première année. Et ça va continuer dans les années futures. Donc je pense qu'il y a une vraie problématique actuellement. L'État demande de plus en plus aux collectivités en donnant soit une petite partie des moyens dès le début qui s'amenuisent au fil du temps et en fait la charge revient aux collectivités. Comme de notre côté, les dotations, notamment de fonctionnement, la DSU, ne bougent pas, ne sont pas indexées sur l'inflation, il y a un moment, les collectivités ne pourront plus répondre. En plus, actuellement, on a quand même pris aussi des augmentations de charges dues à l'énergie. Donc je pense qu'il faudrait que du côté du gouvernement, on prenne quand même conscience de cette situation. On ne pourra pas rendre service. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans des situations difficiles. Mais malheureusement, il y a un moment, l'équation deviendra impossible si nos moyens n'augmentent pas. Merci. On va peut-être déjà répondre à ce premier bloc d'interpellation et de questions. Peut-être sur le dernier point, sur les financements, Madame la déléguée interministérielle. Je crois qu'il y a eu des annonces récemment, d'ailleurs, de Dominique Faure. Oui, alors sur le financement, je ne viendrai peut-être pas directement sur le financement, à part ce que vous a annoncé le ministre ce matin sur le financement des CCAS pour la domiciliation, avec cette expérimentation, puisque pour l'instant, vous n'étiez pas financé en tant que CCAS pour la domiciliation, mais c'est une porte qu'on va ouvrir parce que pour certains, ça représente une charge importante, nouvelle depuis quelques temps, mais qui n'était pas prévisible. Et par ailleurs, c'est la première base de l'accès au droit pour toute une série de personnes. Donc ça, c'est une première réponse. Sur l'autre, je ne reviendrai pas sur le financement, mais plutôt sur les questions en fait, de transfert de charges que vous avez évoquées, qui sont souvent... ce que j'ai énormément eu à connaître en Île-de-France aussi, sur un peu un jeu de domino entre le service public national, le service public national, qui après renvoie sur le CCAS, qui après va renvoyer sur le centre social, qui après va renvoyer sur une association caritative. Voilà, c'est un peu les chaînes qu'on pouvait décrire et qui effectivement ne sont pas satisfaisantes. Je pense que le premier point, et ça rejoint la question que vous posiez sur l'assurance retraite aussi, c'est de mieux se connaître. Enfin, on l'a vu dans les territoires zéro non-recours. Non, mais je sais que vous connaissez en local, mais on se connaît sans se connaître. C'est-à-dire, on se connaît sans véritablement travailler à la coordination et travailler à ce que vraiment fait l'autre. Et je pense que, alors là, peut-être l'État a un rôle régulateur dedans. Enfin, c'est une piste qui est à lancer. Par exemple, sur un des territoires zéro non-recours, l'État en tant que régulateur, mais surtout les acteurs locaux, ont été amenés à changer leurs pratiques. C'est-à-dire que la CNAV et la CEPAM ont ouvert des créneaux de rendez-vous qui étaient pris par les travailleurs sociaux du CCAS directement, sans passer par les boîtes habituelles, pour avoir des rendez-vous directs et spécialisés avec envoi des dossiers, même incomplets, par avance et service, engagement de service comme on dit, c'est-à-dire réponse de la CNAV ou de la CEPAM dans les 48 heures. Donc quand on arrive à comprendre les contraintes de l'autre service et à changer un peu ses fonctionnements, on arrive à mieux se coordonner et peut-être lever des incompréhensions. Peut-être, voilà, après ça ne résout pas la question des moyens toujours, mais en tout cas c'est une piste quand même de coordination qui a priori, manque quand même encore en termes d'accès au droit sur le terrain, chacun agissant du mieux, coordination, mais un peu dans son couloir. Méconnaissance, Claire Hédon, vous souhaitez intervenir? Je suis désolée, je vais être un peu directe, mais soyez-le. La question, elle est la question des moyens et des moyens humains dans ces services publics. Enfin, vous posez la question essentielle de qui finance l'accès aux services publics.
Qui doit financer cet accès au service public? Qui est garant de l'accès au service public? Vous avez soulevé là plein de questions intéressantes. La question des retraites. On a un vrai problème avec la CNAV Île-de-France. Je n'ai aucune accusation contre la CNAV Île-de-France en disant ça, qui n'a probablement pas les moyens humains de traiter. Les problèmes que vous rencontrez, que vous observez dans l'espace France Service, mais nos délégués les observent aussi. On est encore en train de faire une liste de réclamants qu'on a à la CNAV Île-de-France, qu'on n'a pas de réponse. Nous avons des réclamants qui sont sans pension de retraite pendant 1 an, 18 mois, 2 ans, sans aucun revenu pendant cette période-là. Vous avez parlé de l'île de la Réunion. Je reviens des Antilles, où nous avons rendu un rapport sur la dégradation de l'accès aux services publics aux Antilles. Exactement ce que vous soulevez comme problème avec la CGSS. Pareil, des réclamants, là, on a des réclamants, ça fait 3 ans qu'ils ont demandé. On leur a dit que leur dossier était complet. Ça, c'est quand même bien. On leur a dit que leur dossier de pension de retraite était complet. Ils ne touchent toujours rien. Et là-dessus, pareil, pas d'accusation des agents qui travaillent dans ces endroits-là. Ils sont probablement pas suffisamment nombreux pour traiter les dossiers. Donc on a là, en ce moment, un vrai problème. Pourquoi? Enfin, je réagis vivement, mais parce qu'en fait, je suis très inquiète de ce non-accès au service public. Évidemment que c'est ça qui crée de la division. C'est ça qui crée de la défiance dans notre démocratie. Si on veut créer de la cohésion sociale, il faut que chacun puisse accéder à ses droits et aux services publics. Autrement, ça divise. Pourquoi mon voisin, lui, il y arrive et moi, j'y arrive pas? Je pense qu'on est sur une question absolument essentielle, qui est urgente à régler et qui, évidemment, demande des moyens. Je n'ai pas de doute sur le fait que ça demande des moyens financiers et humains. Mais vraiment, ce que vous venez de soulever, à la fois à l'île de la Réunion, Aubervilliers, ce que vous soulevez aussi, Lons-le-Saunier, c'est ça, c'est exactement ce que nous pouvons observer, ce que nos délégués observent. Thomas Fantôme. Oui, merci beaucoup. D'une part, ça me permet de rebondir sur 2 points. D'abord, tout de même, redire l'engagement d'un service public comme l'assurance maladie. On peut pointer les limites, les axes de progrès, ils existent, mais chaque jour, les caisses d'assurance maladie ouvrent des centaines de milliers de droits à la C2S, répondent à des centaines de milliers de personnes au téléphone, liquident des arrêts de travail. Et voilà, le système d'assurance maladie, aujourd'hui, je voudrais quand même le souligner, bien sûr qu'il est perfectible, mais il est un des piliers de l'accès aux droits, de l'accès à la prise en charge de nos concitoyens. Et si nous avons, par exemple, je vais témoigner d'une chose, nous avons en 18 mois divisé par deux le délai d'ouverture des droits à la C2S. L'année dernière, c'était 30 jours. Aujourd'hui, c'est 15 jours. Donc, j'entends bien et je partage ce qu'a dit Claire Hédon, ce qu'a dit votre témoin à la Réunion. Il y a évidemment des axes de progrès, mais il y a aussi des progrès qui sont faits tous les jours. Alors, par des les progrès, services publics et par le service public de la sécurité mais sociale aussi la coopération entre les acteurs sociaux. Non, mais moi, je pense, ce qui est important de dire, Thomas Fantôme a raison de dire qu'il y a plein de choses qui se débloquent. Et je pense que la C2S est quand même un très bon exemple de choses qui s'améliorent. Mais effectivement, moi, d'où je suis, je vais voir tout ce qui ne fonctionne pas. Et je serai toujours là pour me battre contre ceux qui n'arrivent pas à accéder à leurs droits. Et très honnêtement, la situation de la CGSS, par exemple, aux Antilles, honnêtement, on est dans une situation qui est catastrophique. Très honnêtement, quand on a des réclamants qui n'ont aucune pension alors qu'ils doivent bénéficier de leur retraite 3 ans après le dépôt du dossier, je pense quand même que ce n'est pas possible. Mais je suis d'accord avec vous, Thomas Fantôme, il y a aussi des progrès qui sont faits. Et heureusement que le pourcentage qui n'accède pas à ces droits reste relativement faible, mais suffisamment important pour que ce soit embêtant. Je reviens sur la coopération entre les acteurs sociaux, entre les institutions. Vous évoquiez tout à l'heure le partenariat avec l'UNCAS, mais au-delà, et Cécile Tagliana nous le dit aussi, il faut inventer de nouvelles formes d'échange de données. Et si on veut aller en particulier contre le non-recours, aller vers, il est évident que vous avez des progrès à faire dans l'échange des informations et des données. Bien sûr, mais pour prendre là aussi un exemple, je ne vais pas reparler que de la C2S, mais depuis maintenant plusieurs mois, on ouvre automatiquement les droits à la C2S pour les bénéficiaires du RSA. Et ça, c'est une collaboration entre les équipes de la branche famille et les équipes de la branche maladie pour réaliser ces travaux. Et on va aller plus loin.
avec une utilisation de ce qu'on appelle le dispositif de ressources mensuelles, le DRM, sans rentrer trop dans la technique, parce qu'on a des efforts à faire, des progrès à faire sur la meilleure collaboration, les meilleurs échanges d'informations entre les branches. Et s'agissant des CGSS, elles font face, en effet, à des situations parfois difficiles. Je le redis aussi, les services publics de la sécurité sociale au sens large, ils ont dû faire face pendant 2 années de Covid à des situations extrêmement difficiles, devoir fermer leurs accueils. Ils n'ont pas fermé leurs accueils parce qu'ils avaient envie de fermer leurs accueils. Ils ont fermé leurs accueils parce que les consignes sanitaires étaient celles-là. Donc, de ce point de vue-là, on s'est situé dans ce cadre réglementaire-là et on a essayé de trouver les moyens de répondre, mais on a certainement des progrès à faire. J'étais aux Antilles il y a quelques mois, je crois qu'entre les CCAS des Antilles et les CGSS, les choses s'améliorent. Il y a sûrement des progrès à entreprendre à la Réunion et on va essayer de regarder. C'est vraiment pour nous un axe de travail très important que de travailler avec ces acteurs territoriaux. Elisabeth Blanchet, puis on va prendre d'autres interventions. Voilà, des mains qui se lèvent de ce côté de la salle. Alors, très rapidement, en fait, deux aspects. Non, les CCAS, les mairies n'ont pas fermé durant le confinement, ont été à l'écoute, sont allés vers. Donc, tous les services ont été présents, ont été sollicités, ont été présents. Et je vais vous dire, heureusement, nous avons organisé non seulement le ravitaillement des personnes, la mise en sécurité des gens, nous avons organisé la vaccination, nous avons organisé le transport pour aller à la vaccination, gratuitement en plus. Donc je veux dire, heureusement que nous étions présents, nous, collectivités, et nos CCAS en la matière, parce que je ne sais pas ce que serait devenu le pays. Bon, je ne vais pas me mettre en colère là-dessus. Autre chose. Mon collègue vient de dire tout à l'heure, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a, sur France Service, mais comme sur d'autres, des attributions qui descendent comme ça. Alors, elles vous tombent dessus, puis d'un seul coup, il faut faire face. Donc, bien sûr, on fait face, avec des moyens qui sont des moyens, soit les nôtres, mais où ceux qui descendent sont extrêmement limités. Et nous sommes très inquiets. Ça, je pense que tous les maires de France aujourd'hui ont un grand point d'interrogation dans la tête avec le pacte des solidarités qui va intervenir. Où effectivement, nous sommes coopérateurs, où effectivement, nous voulons être au plus près, où effectivement, nous sommes un des rouages, nous sommes un des maillons de cette chaîne, d'ailleurs un maillon relativement important, si on veut bien le reconnaître, de cette chaîne, mais où il va falloir faire très attention que les compétences qui nous sont dévolues, ou les attributions qui nous sont faites, le soient avec des moyens qui soient des moyens un peu démultipliés. Parce que si c'est un moyen constant, si c'est encore pour tirer des bouts de ficelle, je vous assure que ça va créer un grand problème. Or, nous sommes dans un pays aujourd'hui qui était à feu et à sang, pour des raisons diverses et variées, dans la problématique des retraites. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais commencé ma carrière en liquidant des retraites. C'est vous dire si je suis tendance actuellement. Donc je comprends bien ce qui se passe. Ce qui veut dire derrière, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes, des anciens, des seniors, tout le monde est dans la rue par rapport à cette problématique-là, qu'il faut entendre. Et quand on entend ça, c'est le problème des gens qui attendent 2 ans, 3 ans pour avoir une retraite. C'est des gens qui attendent un rendez-vous. C'est des gens pour qui vous avez connu toute la sécurité qui a été mise en place avec l'Agence nationale des titres sécurisés, où vous ne pouviez plus avoir ni une carte d'identité, ni un passeport, ni un permis de conduire, ni une carte grise, ni quoi que ce soit. C'était kafkaïen. Il faut arrêter avec ça, parce que dans un premier temps, on a la résignation des gens. On a l'abattement. Et dans un deuxième temps, on a ce qu'on voit aujourd'hui, la colère, l'indignation. Et je ne suis pas dans un parti politique, mais ce que je vois auprès de mes concitoyens, c'est cette résignation qui se transforme dans une colère qui est en train de se nourrir, qui fait un effet boule de neige, et où on va à la catastrophe. Or, nous sommes, nous, maires, CCAS, nous sommes en première ligne face à eux. On est en première ligne pour leur dire, non pas de se calmer, mais qu'on va trouver une solution. Mais ce n'est pas avec nos petits bras musclés qu'on va y arriver tout seul. Et ce n'est pas avec nos petits bras musclés qu'on va avoir, avec des moyens qui sont limités ou des moyens qu'on nous donne en parole et que nous n'avons jamais en espèces sonnantes et trébuchantes, parce qu'il faut derrière se dire une chose, c'est qu'il faut des gens en face des gens et qu'effectivement ça coûte de l'argent. Voilà. Merci Elisabeth Blanchet. Et il s'agit de répondre à l'urgence sociale aussi que vous évoquiez. Vous avez le micro, allez-y. C'est à vous, oui, allez-y. Oui. Oui, Harmonie Le Cerf. Harmonie Le Cerf Meunier, adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente du CCAS de Bordeaux. On parle des difficultés d'accès aux droits. Moi, je voudrais parler aussi des personnes qui sont maintenues sur nos territoires, mais sans certains droits. Et donc que nous, on retrouve, et c'est des réalités qui s'imposent à nous, des personnes qui n'ont pas droit au travail, qui n'ont pas droit au logement, des réformes qui s'enchaînent, notamment réforme du chômage, qui rend l'accès au chômage plus court ou plus difficile d'accès pour certaines personnes.
des personnes qui vont avoir une retraite qui va être encore décalée et donc qui parfois ne pourront pas travailler jusqu'à l'âge de la retraite, ou alors des personnes qui n'accèdent pas au logement, qui n'accèdent pas à l'hébergement, qui en ont pourtant le droit, qui n'ont pas droit au logement, mais qui ont des enfants qui ont droit à la scolarisation, et c'est pas un scoop, le sans-abrisme n'est pas tellement facteur de réussite scolaire pour ces enfants-là. Donc qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces personnes qui n'ont pas de droits, qui n'ont pas de droits ouverts, qui n'ont pas de droits sociaux, qui n'ont pas d'accès à certaines aides sociales et que nous, on retrouve sur nos territoires, que nous, on retrouve par dizaines, par centaines, par milliers dans les grandes villes sur nos territoires. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là et comment on permet à ces personnes de survivre dans la dignité et comment on soulage nos CCAS de la prise en charge de ces personnes, comment on trouve les moyens de leur ouvrir en fait ou de réformer les choses, comment l'État nous écoute sur ces questions-là. Parce que nous, on les a en face de nous, ces gens. Donc comment on les écoute sur ces questions-là et comment on nous écoute sur la domiciliation. Moi, à Bordeaux, j'ai 4000 personnes domiciliées. 4000 personnes qui sont domiciliées sur mon territoire. Comment on fait pour pouvoir donner des droits aux personnes qui sont là, qui sont effectivement là, qui existent et qui ne vont pas s'évaporer parce qu'on leur dit à un moment qu'elles n'ont pas le droit de travailler ou pas le droit au logement? Merci. La question en général de l'accès aux droits. Y a-t-il encore... Oui, qui a le micro. Voilà, allez-y. Et puis après, on est tenu un peu par le temps. Oui, je vais me dépêcher. Nathalie Couron, donc DGA, Cohésion sociale et solidarité à la ville de Tremblay. Alors, je vais dire ce que j'ai comme secteur, parce que comme ça vous allez comprendre. Le pôle municipal de santé, l'habitat, le CCAS, la vie associative, la démocratie locale et la vie des quartiers avec les centres sociaux. Moi, je voudrais faire un appel. Arrêtons les appels à manifestation d'intérêt. S'il vous plaît. Arrêtons les CEPE. Arrêtons ces fiches actions qui demandent à nos collègues un temps inconsidéré de conception, d'élaboration, d'objectivation, d'évaluation pour quelque chose qui n'est pas pérenne, qui développe effectivement parfois de l'innovation sociale, mais qui au bout du compte s'arrête. On est sur les mêmes schémas que la politique de la ville et c'est extrêmement inquiétant. La deuxième des choses que je voudrais dire, relançons les écoles de travailleurs sociaux, quels qu'ils soient, au même titre que effectivement ces professions de la santé. On en a besoin. Je suis moi-même un travailleur social. J'ai eu mon diplôme d'État en 1988. Attention à ces réformes. C'est maintenant. On a eu un numerus clausus, on a pareil pour les professionnels. Et on en a besoin. Donc ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, je voudrais nous dire un grand bravo à tous. Parce que d'abord, on est là. Et parce que la population, elle fait qu'on est là. Et c'est parce que la population, vous l'avez, vous, nos élus, et vous, nos directeurs, chefs de service et petites arpettes des CCAS, et félicitations à nous, on est là. Mais on pourrait être aussi dehors. Et on est très très concernés par tout ce qui se passe. Je vous remercie. Merci. Alors, on est malheureusement tenu par le temps. Il y a 2 jours de débat. Il y a cette question très directe sur les appels à manifestation d'intérêt. Les limites de cet exercice, souvent critiqué par les responsables territoriaux. Tout à fait, et à raison. Et je peux vous dire que pour ceux qui lancent ces appels à manifestation d'intérêt, qui les dépouillent et qui après doivent les suivre, c'est pas simple non plus. Donc nous aussi, on aimerait s'en passer. Alors après, il y a un effet loupe quand même du Covid. Hein, il y a un effet loupe du Covid parce qu'il y a eu France Relance. Et dans France Relance, on a eu beaucoup de crédits supplémentaires et donc on a dû lancer des appels à manifestation d'intérêt. Ce qu'on souhaite, c'est effectivement faire moins d'appels à manifestation d'intérêt. Là, vous en avez un parce que c'est une innovation, les territoires zéro non-recours. On ne sait pas faire autrement, si vous voulez. On ne sait pas sélectionner autrement, sinon à être parfois un peu injuste en fait sur ce qu'on va faire. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand même, on fait des appels à manifestation d'intérêt et après, on en tire au maximum les conséquences pour faire rentrer dans le droit commun. Donc c'est pas, on les fait pas pour rien et on va pas faire des dizaines d'années d'appels à manifestation d'intérêt sur le même sujet. Le but, c'est bien de faire rentrer dans le droit commun. Et là où on a un challenge et où les congrès, comme vous faites aujourd'hui, sont importants, c'est d'échanger les expériences. Vous avez chacun dans vos territoires des choses qui marchent. Et pourtant, enfin, je sais, c'était mon rôle en Ile-de-France de faire échanger les différents territoires entre eux. Voilà, ce qui est fait dans un territoire n'est pas forcément fait dans l'autre, alors que ça peut être une bonne solution. Et je ne parle pas que des communes du tout, hein. C'est aussi dans le monde associatif et c'est aussi à la sécurité sociale, à l'État, où on a des organisations différentes d'un territoire à l'autre, parfois parce qu'elles sont adaptées au territoire,
parfois parce qu'elles ne se sont pas adaptées au territoire. Et donc c'est là où on doit échanger entre nous et faire cette capitalisation de bonnes pratiques. Ça fait un peu managérial comme terme, mais désolé, je n'en connais pas tellement d'autres. C'est juste de savoir un peu regarder ce qui se passe ailleurs, essayer de voir si on ne peut pas faire pareil. Pour l'instant, on a trouvé des appels à manifestation d'intérêt pour faire ça. Voilà. Après, on est ouvert à toute autre solution dans le cadre des moyens qui nous sont alloués. Merci. Martial Bourquin, la conclusion de cette table ronde, conclusion bien sûr très provisoire. Oui, c'est vraiment pas une conclusion parce que c'était d'une de ces richesses extraordinaires. J'ai beaucoup apprécié de nombreuses interventions. Et ce que je voudrais dire, c'est que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les politiques sociales apparaissent trop encore comme un supplément d'âme. Quelqu'un a lâché un coup, un poignon de dingue et tout ça. C'est pas ça du tout. Les politiques sociales, c'est une redistribution. Juste une redistribution nécessaire, parce que notre économie, telle qu'elle fonctionne, produit de l'exclusion, produit des souffrances sociales qui sont extraordinaires. Et face à cela, si on veut rester la patrie des droits de l'homme, si les mots égalité, liberté, fraternité sont encore d'actualité, on doit s'attacher à faire en sorte que ces souffrances sociales reculent. Et la première chose, si on veut faire reculer ces souffrances sociales, c'est de faire en sorte qu'on arrête le recul des services publics. Je vous assure, dans une commune de 14 000 habitants comme la mienne, je les ai vus reculer. C'était impressionnant. On parlait j'avais 2 permanences sécurité sociale, elles sont parties. On m'a, à l'époque, dit que l'informatique réglerait, le numérique réglerait ces problèmes. On allait faire partir la perception, je veux dire. Les personnes qui avaient des pensions, tout cela, il y avait des fois... Il me disait, il n'y a bientôt plus personne dans les perceptions. Un coup, je suis arrivé, puis j'ai demandé, j'ai pris des photos. Il y avait des fils, y compris à l'extérieur, en plein hiver, où les gens attendaient. Et on allait la supprimer. J'étais encore parlementaire à l'époque. J'ai dit, je vais venir avec mon écharpe et le conseil municipal, et on occupera la DGFiP, s'il le faut, pour ne pas la perdre. Sinon, on la perdait. On la gardait. Juste. Mais on la gardait. Et donc... si on continue de penser qu'une maison France Service remplacera le contact humain, surtout sur les publics les plus difficiles, parce qu'il y a des publics extrêmement difficiles. Et quand je dis difficile, ce n'est pas un regard condescendant, c'est parce que justement l'exclusion a fait son œuvre. Complexe, dirons-nous. Mais bien sûr, elle a fait son œuvre et ces personnes-là ont une méfiance vis-à-vis parfois des services publics traditionnels. Et donc, on n'a peut-être pas assez prononcé le mot, mais tout le monde, il était en toutes les bouches, c'est qu'il ne faut pas simplement de l'accueil, il faut de l'accompagnement. Et ce n'est pas pareil, l'accompagnement. L'accompagnement, c'est prendre une personne. Il y aura parfois des échecs. Et parfois encore un échec. Et c'est peut-être la 3e fois ou la 4e fois qu'on arrivera à le sortir d'où il est. Et qu'il sera acteur de son parcours d'insertion. Et ça, si on ne le fait pas avec des services publics, eh bien ça ne marchera pas. Et tout à l'heure, quelqu'un réintervenait sur la formation des travailleurs sociaux. Votre collègue de Tremblay. Oui. C'est absolument indispensable. Parce qu'aujourd'hui, cette complexité du travail social nécessite absolument des formations de qualité pour nous permettre et nous servir des avancées, des sciences sociales dans ce domaine et pour aller vers ces publics suffisamment armés. Parce que si on y va de façon standardisée, ça ne marchera pas. Si on y va de façon humaine, avec une volonté d'écouter, d'entendre et de proposer, ça sera totalement différent. L'avenir, je vous le dis franchement, hein, je le pense. Madame la secrétaire d'État, je le pense. Appuyez-vous, peut-être bientôt alors, peut-être bientôt, mais appuyez-vous sur les CCAS, appuyez-vous sur ces réseaux de bénévoles, de professionnels. Mais
si vous appuyez, comme l'a dit tout à l'heure le maire de Lons-le-Saunier, et puis qu'il n'y a aucun moyen derrière, ça ne marchera pas. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, on fait beaucoup. Vous savez, quand il y a eu, par exemple, le Covid, non seulement on n'a pas fermé, mais des élus, comme nous, allions dans les entreprises où il y avait des entreprises de peinture, on allait chercher des masques, on les distribuait à l'hôpital, dans les EHPAD, c'est nous qui le faisions, bénévolement, et puis on le faisait, on ne discutait pas. On nous a dit en 2-3 jours, il faut faire des centres de vaccination. On les a fait en 2-3 jours. On n'a rien demandé. Et on est allé parce que c'était l'intérêt général, celui de notre population. On peut compter sur nous, mais s'il y avait la volonté d'une grande politique sociale, eh bien, c'est de nous donner des moyens pour faire en sorte que l'accès au droit soit facilité. L'accès au droit, pour le faciliter, il faut des personnes compétentes, des personnes qui ont envie d'aller vers l'accès au droit, et je pense qu'on peut avoir des résultats importants. Moi, vous voyez, par exemple, quartier de politique de la ville, on restructure l'ensemble du commerce, l'ensemble du centre social, mais on met de l'accueil pour l'accès au droit. Et cet accueil-là, comme il n'a jamais été là, ben, il a des personnes qui viennent, qui n'y venaient pas. Aller dans les clubs sportifs. On disait tout à l'heure dans les pharmacies, aller dans les associations. Aller partout où des personnes sont en état d'exclusion. Le secteur scolaire nous donne beaucoup d'informations. Mais regardez la situation du secteur scolaire. Vous avez vu les psychologues scolaires, il n'y en a quasiment plus. Les infirmières, il en manque. Tout cela est en déshérence. J'appelle ça un recul des services publics. Il faut prendre conscience que ça ne peut plus durer comme ça. Nous avons besoin de grands services publics. Et c'est l'honneur de la France d'avoir de grands services publics, des CCAS actifs, et faire en sorte qu'on soit aux côtés des publics qui souffrent le plus. Vous savez, les plus aisés n'ont pas besoin de nous. Ils vont s'en sortir, même bien, un peu trop bien. Par contre, celles et ceux qui souffrent ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre engagement et faire en sorte que cet engagement, ça soit une volonté qui obtienne des résultats. Voilà. Je pense vraiment que cette table ronde était remarquable et je remercie tous les intervenants. Je vous remercie vous aussi d'être là, mais aussi d'être intervenu comme vous l'avez fait, parfois avec vigueur. Il faut de la vigueur, parce qu'il n'y a plus de débat de cette qualité. Il nous faut du débat. Eh bien voilà, du débat, et il va y en avoir encore d'autres. Merci Martial Bourquin. Merci à Thomas Fatoum d'avoir été avec nous. Merci mesdames. Et nous avons un nouveau débat à 16h, fin du mois ou fin du monde. Nous parlerons de transition énergétique et solidaire. C'est possible. Alors on essaiera de supprimer le point d'interrogation qui était prévu par les organisateurs.